Bonjour les élèves, bienvenue dans votre cours de physique. Sur la 5, je vais suivre le livre puis mes notes de cours. Vous avez maintenant accès au livre gratuitement en ligne, fait que vous avez tous les exercices pour la théorie aussi en ligne. Je vais vous donner le lien. Je vais suivre mes notes de cours, puis je vais les expliquer le mieux que je peux, de façon la plus concise possible, pour que vous puissiez peut-être travailler sur le module de la dynamique, travailler les forces, puis le problème sur les forces. OK. Une force, c'est quelque chose qui est capable de soit déformer un objet ou changer son état de mouvement. Ça veut dire s'il est au repos, le mettre en mouvement, s'il est en mouvement, l'arrêter ou changer sa direction. OK? Il y a plusieurs types de forces, mais nous, on va surtout utiliser les forces mécaniques comme les forces d'un moteur, puis évidemment la force gravitationnelle, ça va être la plus importante pour nous. Premier concept que je vais vous expliquer, c'est le concept de masse versus poids. Ça, c'est un concept que les gens mêlent beaucoup, alors c'est pas compliqué. La masse, c'est la quantité de matière qui est contenue dans un corps. OK? Moi, j'ai une masse de 120 kg, mais cette masse-là est constante, peu importe où je suis. Si je vais sur la Lune, sur Jupiter, sur Mars, je vais toujours avoir le même nombre d'atomes dans moi, donc la même masse. Mais mon poids dépend, parce que le poids, en fait, c'est la force gravitationnelle. Donc, c'est la force avec laquelle la planète tire sur nous. Mais cette force-là dépend de où je suis. Si je suis sur Terre, bien, mon poids, c'est ma masse, 120 kg, fois l'accélération gravitationnelle 9,8. On peut arrondir à 10. Donc, j'aurai un poids de 1200 newtons. Le poids est mesuré en newtons. Si je m'en vais sur la Lune, mon poids change. Il va être 6 fois moins grand. Okay? Il ne sera plus 1200 newtons. Il va être 200 newtons. Si je vais sur Jupiter, ben, je ne suis pas vraiment Jupiter, mais si on pouvait marcher sur la surface, mon poids serait plus grand. Puis si j'étais dans l'espace, loin de toute planète, j'aurais pas de poids. J'aurais de la masse. 120 kg, ça ne change pas. J'aurais tous les atomes qui me composent, mais j'aurais pas de poids parce qu'il n'y a pas aucun astre ou planète qui tire sur moi, donc il exerce une force. Donc, il n'y a pas de force gravitationnelle, donc il n'y a pas de poids. Fait que le poids dépend de beaucoup de choses, d'où tu es, mais la masse, elle, si la quantité de matière, ça ne change pas. Ça, c'est un concept. Bon, là, je vais vous parler des forces mécaniques. Une force, c'est une force, mais elle peut se présenter sous plusieurs formes quand vous allez avoir des problèmes à résoudre, vous allez voir. Je vais suivre un peu mes notes de cours. Donc, premièrement, la force élastique. Ben, c'est la force qui est appliquée par un élastique ou un ressort. Okay? C'est une fonction de la constante de rappel du ressort. Évidemment, plus il est gros, plus sa constante de rappel est grande, plus il va être capable d'exercer une grosse force. Puis l'étirement, de quelle longueur je le déforme, je l'étire ou je le comprime, parce que les ressorts qu'on comprime et des ressorts qu'on étire, ça dépend de la nature. Les élastiques, on les étire, on ne les comprime pas. Il y a une formule très facile pour calculer la force de l'élastique, c'est la constante de rappel de l'élastique fois l'allongement. Ça, c'est dans vos notes de cours. La tension. La tension, ben, c'est une force. On l'appelle tension quand on utilise une corde pour exercer la force. Alors en ce moment, moi, je tire sur la corde, ben, il y a une tension qui est exercée sur la poignée de porte. OK? Alors, tout simplement, une tension, c'est un terme qu'on utilise quand on utilise une corde pour exercer. Puis généralement, on ne peut pas pousser qu'une corde, on peut juste tirer. OK? D'où le mot tension. Et la direction de la force, la poignée subit une force dans quelle direction? Ben, c'est toujours dans la direction de la corde. Si la corde est dans ce sens-là, ben, la poignée subit une force dans ce sens-là. Si la corde est horizontale, la poignée subit une force horizontale, peu importe. L'orientation de la force est donnée vraiment par l'orientation de la corde. Ça marche? Une poutre. Une poutre, ça supporte des choses. Okay? Un mur, un toit, peu importe. Une poutre peut juste exercer une force
dans le même sens que son orientation. Ça veut dire que si elle est verticale, puis je mets un objet dessus, elle va exercer une force directement vers le haut, comme ça. Si je la mets en angle comme ça, puis je m'accote sur la poutre, bien la poutre elle va exercer une force toujours dans la même direction, même orientation que la poutre a. Okay? Une poutre ne peut pas forcer de même. Elle peut juste forcer dans la même direction qu'elle est. Même chose qu'une corde. La corde ne peut pas tirer autrement que dans la direction de la corde. Une corde ne peut pas exercer une force vers le haut de même quand elle est orientée horizontalement. Toujours dans le sens de la force, dans le sens de la poutre. La force normale, c'est la force exercée par un plan. Un plan, c'est n'importe quelle surface plane. Okay? Ça peut être ce planche-là, ça peut être le plancher, ça peut être la rue, n'importe quelle surface plane. Puis, la force qu'un plan peut exercer, c'est toujours perpendiculaire au plan. Peu importe l'orientation du plan, la force que le plan exerce sur un objet est toujours perpendiculaire au plan. OK? Sur quel objet? Sur n'importe quel objet. Si j'ai un objet sur un plan, si mon plan est horizontal, bien la force est vers le haut. OK? Si mon plan est en angle comme ça, à ce moment-là, le plan exerce une force sur la balle dans cette direction-là, toujours perpendiculaire au plan. On va y revenir au plan tantôt. Les forces de frottement. Les forces de frottement, ben, une force de frottement, tout ce que ça fait, ça s'oppose au mouvement. C'est très facile. Tu regardes la direction du mouvement, puis la force de frottement est dans le sens contraire. Par exemple, si je tire le meuble, évidemment, il y a un frottement sur le plancher. Moi, je tire par là, le mouvement s'en va par là. Bien, la force de frottement, je vais prendre ma petite force ici. La force de frottement est toujours opposée au mouvement. Fait que si moi je tire par ici, la force de frottement s'oppose au mouvement. Donc, dans le sens contraire du mouvement, tout le temps. C'est très facile à trouver. Il faut regarder le mouvement s'en va par où. Et la force de frottement s'oppose au mouvement. La force centripète, je n'avais pas organisé rien pour ça, mais pause. Alors, la force centripète, c'est une force qui est exercée sur un objet qui tourne. Alors, l'objet, pour le permettre de tourner, il doit y avoir une force d'appliquer cet objet-là pour garder sa rotation. Par exemple, ici, c'est la corne qui exerce une force sur la balle vers le centre de rotation. OK? Vers le centre, comme ça. Dans ce cas-ci, pour maintenir la balle en rotation, ça prenait une force, la force de la corde. C'est pas toujours une corde, ça peut être une force gravitationnelle. Par exemple, la Terre tourne autour du Soleil. C'est la force gravitationnelle du Soleil qui conserve la rotation de la Terre autour du Soleil. Donc, une force appliquée sur la Terre vers le Soleil en tout temps pour la faire tourner. Ça, c'est la force centripète. OK. Souvent, il va y avoir plus d'une force appliquée sur un système. J'ai un super beau dessin pour vous autres. Alors, ici, une voiture, ben, c'est sûr qu'il y a plus qu'une force. En partant, il y a toujours la force gravitationnelle. Si on est sur la Terre, celle-là est tout le temps là. Puis la voiture, ben, c'est sur une rue, bien évidemment, il y a une force du plan. La rue pousse sur la voiture vers le haut. Il y a la force du moteur qui est vers l'avant, la direction de la voiture. Puis il y a toutes les forces de frottement, les roues sur l'asphalte, les essieux qui frottent, le frottement de l'air, tous ces frottements-là, ils s'additionnent toutes, puis ils exercent une force toujours dans le sens contraire de la direction du mouvement. OK? Et ça s'appelle un système de force. Alors, il y a plusieurs forces appliquées sur un objet. On parle aussi de diagramme de corps libre. Là. Des fois, dans les manuels, ils utilisent ce terme-là, c'est ça que c'est.
Tu dessines ton objet, puis tu dessines toutes les forces sont appliquées dessus. OK? Par exemple ici, quand le plan est horizontal, bien, la force du plan puis la force de gravité, ils vont s'annuler. OK? Exactement s'annuler. Donc ces deux-là s'annulent, ça donne 0. Puis il reste juste ces deux forces-là à additionner. On va revenir là-dessus plus tard. OK, la force résultante. Quand tu as plus d'une force appliquée sur un objet, tu vas les additionner. F1 plus F2, puis ça va donner une force résultante. Le résultat de ces deux forces-là additionnées, que j'ai dessiné ici en rouge. OK? Bon, s'il y a 4 forces, tu les additionnes les 4. Puis, tout simplement, tu pars de l'origine de la première, puis tu vas jusqu'à la fin de la dernière, puis ça donne ta force résultante. C'est une addition vectorielle. Hein? Les forces d'un vecteur, c'est toujours des additions vectorielles, c'est jamais scalaire. La force équilibrante, elle, c'est quoi? Bien, c'est exactement le contraire de la force résultante. Elle vient équilibrer le système. Ça veut dire qu'elle ramène tout à zéro. Ça, c'est mon point de départ. Je m'en vais là, j'additionne celle-là, et la force équilibrante me ramène à zéro. Okay, alors ici, j'ai un système équilibré, où la somme des forces est zéro. Puis ici, j'ai un système qui n'est pas équilibré. La somme des forces n'est pas zéro, c'est la force, le vecteur FR qui est en rouge ici. Okay? Alors ça, c'est la différence entre FR et FE. Évidemment, ils sont toujours opposés. Ils sont toujours dans la même direction, la même grandeur, mais ils sont toujours l'un opposé à l'autre. Okay? Parce que FE, en fait, vient annuler FR. Elle vient carrément l'annuler. Pause. OK, là, je vais vous parler de système à l'équilibre. Là, j'ai plusieurs forces dans mon système, je les additionne. Il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit que je les additionne tous, puis ça donne 0. Donc, elle annule celle-là, puis celle-là est aussi grande que la force motrice. Donc, ça annule ces deux-là, donc ça donne tout 0. Ou, ben, il ne s'annule pas, puis il y a une force résultante. Par exemple, ces deux-là ici s'annuleraient, mais la force de frottement ne serait pas aussi grande que la force de moteur. Donc, j'aurais une force résultante vers l'avant, ce qui ferait accélérer ma voiture. Donc, deux possibilités. Si la somme des forces, c'est 0, FR égale 0, on a un système en équilibre. Donc, si le système est en équilibre, il n'y a pas d'accélération. Okay? Soit c'est un équilibre immobile, ou soit que c'est un MRU. Bon, on a une balle qui est immobile sur mon bureau, comme ça. La balle est en équilibre, toutes les forces s'annulent, elle n'a aucun mouvement. Mais même aussi, si je fais une balle à vitesse constante, comme ça, sur le plancher, elle est aussi en équilibre, okay? Parce que la somme des forces s'annule. Okay? Dans ce cas-ci, la force de gravité et la force du plan s'annulent. Moi, j'ai donné une force sur la balle, mais le frottement sur le sol est la même grandeur que la force que j'ai donnée, donc le mouvement reste un mouvement MRU, donc à vitesse constante. La vitesse ne change pas. Okay? De la même façon, si je tire le meuble ici, ben, là, ma force de frottement est aussi grande que la force que moi j'exerce, donc le meuble se déplace à vitesse constante. OK? Ça, c'est quand il y a équilibre des forces. Si les forces ne sont pas en équilibre, si la somme des forces de n'importe quoi autre que 0, ça peut être négatif, positif, peu importe, alors là, on a un système qui n'est pas en équilibre. Nécessairement, il va y avoir une accélération. Donc, on est en MRUA. On va avoir un système uniformément accéléré. Okay? On va voir tantôt la deuxième loi de Newton, F égale ma. Okay? C'est une formule très, très importante. Pause. Alors, pour résoudre un problème de force, il faut probablement identifier l'objet qui subit les forces. Par exemple, si je mets ma balle sur mon plan, je décide d'étudier les forces sur la balle. Alors ça, c'est mon objet. À partir de là, je vais identifier
le centre de mon objet et je vais déterminer quelles sont les forces appliquées sur l'objet. Bon, la balle ici, la première force qu'on a, c'est certainement la force gravitationnelle qui est directement vers le bas. Puis on a aussi la force du plan qui est perpendiculaire. OK? Alors là, je dessine mes forces, mon diagramme de force. Après ça, j'essaie de déterminer est-ce que mon système est en équilibre ou non. Ça veut dire que, comme c'est là, est-ce que, selon moi, le système va accélérer ou il va être en équilibre, donc il va soit être MRU ou immobile. Par exemple, ici, ma balle sur mon plan incliné, si je la lâche, tout le monde devine qu'elle va se mettre à bouger. Effectivement. Elle n'a pas seulement mis à bouger, elle avait une vitesse de 0, je la lâche, puis elle a accéléré tout au long qu'elle a descendu le plan incliné. Ça veut dire que mon système n'est pas en équilibre. Il y a une accélération. Okay? Le problème de plan incliné, c'est un problème classique en système de force. Donc, tu as ton plan incliné, tu as ton objet qui subit les forces. À la base, tu as toujours la force gravitationnelle puis la force du plan. Okay? Ces deux forces-là vont très bien ensemble. Okay? Si le plan est horizontal, ils s'annulent puis on n'en parle plus, on les élimine. On n'a même plus besoin de les considérer. Mais s'il y a un angle, aussitôt qu'il y a un angle comme ça, eh bien, à ce moment-là, ils ne s'annulent pas. Okay? Ils ne sont pas opposés complètement l'une à l'autre. Et d'ailleurs, il faut les additionner ensemble pour trouver la force résultante. Comme ici, ma balle, quelle force résultante a été exercée sur ma balle? C'est un carré, mais c'est pas grave. Alors, j'ai ma force de gravité, puis j'ai ma force du plan. Je fais une translation, je vais mettre ma force du plan ici au bout de ma force gravitationnelle. Et la force résultante, bien, ça part du début, puis ça s'en vient jusqu'ici, jusqu'à la fin de la force du plan. Et là, on voit bien que la force résultante est parallèle au plan. Ben oui, on s'entend bien que si on lâche la balle, le mouvement de la balle va être parallèle au plan. Okay? Intuitivement, on peut le déduire facilement. On peut déduire aussi qu'elle va accélérer en descendant. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une force résultante non nulle, qui n'est pas égale à 0, vers le bas du plan. Okay? Alors, des fois, on n'a pas vraiment d'idée comment va aller le mouvement. Il faut additionner nos forces, puis la force résultante va nous le dire, dans quelle direction va être le mouvement, puis va être l'accélération. Dans d'autres cas, c'est le mouvement qui va nous aider à trouver notre force résultante. Comme ici, le plan incliné, c'est vraiment, je sais que si je lâche la balle, elle va descendre dans cette direction-là. Il faut nécessairement que ma force résultante soit parallèle au plan. Pause. OK, là, je vais vous présenter les 3 lois de Newton. La première, c'est le principe d'inertie. Le principe d'inertie, c'est quand un objet en mouvement veut conserver son état de mouvement. Un objet au repos veut conserver son état de repos. Je vais vous faire une démonstration avec ça. Alors, par exemple, si je mets une balle sur une skateboard, je la mets en mouvement, oups, doucement, puis j'arrête le skateboard, la balle continue à avancer vers l'avant. Donc, si j'ai un objet en mouvement avec un autre objet, puis j'arrête la skateboard, la balle continue son mouvement. Parce que l'inertie dit que si elle a déjà un mouvement, elle veut conserver son état de mouvement. De la même façon, si la balle est au repos, comme ça, elle ne bouge pas, bien, elle veut conserver son état d'immobilité. Puis si j'accélère la skateboard, la balle veut rester là. Et comme vous avez vu, la balle a été propulsée vers l'arrière. Ça, c'est exactement ce qu'on vit dans un autobus de ville quand on est debout. OK, l'autobus est arrêté, nous, on est debout. Si on ne se tient pas, puis l'autobus part, bien nous, l'inertie veut qu'on reste immobile. Fait que si l'autobus part, nous, on reste immobile, puis l'autobus avance. Qu'est-ce que ça fait? On a l'impression de se faire propulser vers l'arrière de l'autobus, mais en fait, c'est l'inertie qui nous garde immobile, puis l'autobus qui part d'en dessous de nous. Bien sûr, là, nos pieds, là, on va se réajuster, on va se tenir, puis on va finalement avancer avec l'autobus,
Mais initialement, en fait, si le plancher de l'autobus était de la glace vive, ben, quand l'autobus se mettrait à accélérer, on se ramasserait tout dans le fond du bas. Comme ça. De la même façon, si quand l'autobus arrête, si on ne se tient pas, on est en mouvement avec l'autobus arrête, toi tu veux continuer ton état de mouvement. Alors tu as l'impression d'être projeté vers l'avant, mais dans le fond, c'est juste que l'inertie fait que tu veux conserver ton état de mouvement, l'autobus arrête, toi tu continues. OK? Ça c'est dans un cas extrême, accident de voiture, tu frappes un arbre, l'auto s'arrête presque instantanément. Toi, tu continues ton état de mouvement. Fait que si la voiture est à 100 km/h, tu vas continuer à 100 km/h. Si tu n'as pas ta ceinture, tu vas passer à travers la pare-brise à une vitesse de 100 km/h. D'où l'importance d'une ceinture de sécurité. Principe d'inertie, il n'y a pas de calcul à faire. Il faut juste comprendre le concept. La troisième loi de Newton, je vais la faire tout de suite parce qu'elle non plus, il n'y a pas de calcul à faire. Il faut juste comprendre le concept. Troisième loi de Newton, c'est action-réaction. À toute action, il y a une réaction égale et opposée. Je vous donne un exemple. Si ma main frappe la balle vers la gauche, ben, ma main, elle exerce une force sur la balle vers la gauche. La réaction à ça, c'est que la balle exerce une force sur ma main vers la droite. OK? Alors, c'est tout simple que ça, action-réaction. C'est toujours quand il y a deux objets, quand il y a un objet qui exerce une force sur un autre objet, puis la force est toujours opposée. Okay? Donc, ma main exerce une force sur la balle vers la droite, vers la gauche. Okay? Ben, la réaction de ça, la balle exerce une force sur ma main vers la droite. Okay? La seule différence, les forces ne sont pas appliquées sur le même objet. Ma main a la force à la balle a la force sur ma main. Okay? Mais elle réagit à la force que j'ai donnée. Effectivement, je vais ressentir, si je frappe la balle, là, je vais ressentir une pression sur ma main. C'est sûr que moi, je suis beaucoup plus pesant que la balle. Les effets de la force de la balle sur ma main vont être pas mal moins grand que l'effet de ma force sur la balle. Et la deuxième loi de Newton, la plus importante, c'est F égale ma. Okay? La force est égale à la masse fois l'accélération. C'est une formule super simple, mais très importante. C'est pas n'importe quelle force. Donc, la deuxième loi de Newton, F égale ma, formule très simple mais très importante. S'il y a une force résultante, nécessairement, il y a une accélération, et vice-versa. Puis, pour calculer la force résultante, c'est très facile. Tu prends la masse de l'objet fois l'accélération de l'objet, puis ça donne la force résultante de l'objet. Cette accélération-là, c'est la même accélération qu'on voyait en MRUA. Okay? Si c'est la Terre qui tire sur l'objet, ce serait Fg pour la force gravitationnelle. C'est égal à la masse de l'objet fois l'accélération gravitationnelle, qui est moins 9,8. Donc, il y a deux manières de calculer la force résultante. Soit que tu additionnes toutes les forces qui sont présentes, puis en additionnant toutes les forces, et bien sûr, ça va donner la force résultante. Ou tu utilises la formule F égale ma, donc tu prends la masse de l'objet fois l'accélération de l'objet, et tu peux aussi calculer la force résultante. Donc, tu as deux manières de calculer la force résultante. Et ça peut être, dans certains problèmes, ça peut être intéressant d'égaler ces deux équations-là. En fait, dans un problème où on n'aurait pas la force résultante, on pourrait faire ça. On pourrait dire que MA est égal à F1 plus F2 plus F3. Puis on pourrait résoudre de cette façon-là, sans avoir la force résultante, sans jamais pouvoir la calculer. On pourrait trouver l'accélération du système, la force F1, la force F2, n'importe quelle de ces variables-là. OK, il faut faire attention à une petite chose. Par exemple, si j'ai un petit gars, bien dessiné, bien sûr, qui tire son traîneau avec une force de 10 newtons à un angle de 25 degrés. Là, quand on veut utiliser F égale ma, il faut prendre la force résultante. Ici, la force résultante, c'est pas 10. La force résultante est tout le temps donnée par le mouvement de l'objet. L'objet, c'est quoi son mouvement?
c'est un mouvement parallèle au plan, évidemment. On voit bien que le traîneau va avancer comme ça, ici, horizontalement. Il ne montrera pas dans les airs. Alors, vu que le mouvement de l'objet est parallèle, ben, c'est la partie de la force parallèle qui va servir pour calculer F égale ma. Donc, ça, c'est pas la force résultante. La force résultante qui fait avancer le traîneau, c'est cette partie de la force-là, la composante en X de cette force-là, qu'on peut calculer facilement en faisant, je l'ai appelé la force utile. Parce que je vais vous parler de l'autre, pourquoi j'appelle l'utile. La force utile, c'est l'hypoténuse, cos de l'angle. Okay? Ça nous donne l'adjacent. Pourquoi je l'appelle la force utile? Ben parce que cette force-là ben, est inutile. Okay? Elle ne sert à rien. La composante de la force de 10 Newton, qui est verticale vers le haut, elle n'aide pas à faire avancer le bolide du tout. Elle ne sert absolument à rien. Alors, c'est ça la force utile, et c'est cette force-là qu'on utilise pour calculer, par exemple, l'accélération. On ferait F égale ma, on calculerait cette force-là fois la masse du traîneau, puis on pourrait trouver l'accélération du traîneau. On ne prendrait pas cette force-là parce que le mouvement n'est pas dans cette direction-là. Il est dans cette direction-là. L'accélération est toujours, puis la force résultante est toujours dans la direction du mouvement de l'objet. Faire attention, par exemple, c'est pas parce qu'il y a un angle que la force et le déplacement ne sont pas parallèles. Ici, nettement, le déplacement et la force ne sont pas parallèles. Il y a un angle entre les deux. Donc, on doit calculer la force parallèle au déplacement. Mais si on regarde un plan incliné, bien, il y a un angle. Mais la force résultante, qui est ici, est bien sûr parallèle au déplacement. Le cube descendrait le plan dans cette direction-là, la force résultante est dans cette direction-là. Fait qu'à ce moment-là, cette force-là résultante, c'est la force parallèle au déplacement. Okay? Tandis qu'ici, cette force-là n'est pas parallèle au déplacement, il faut que je prenne celle qui est parallèle au déplacement pour pouvoir calculer. Or, il y a un lien étroit, évidemment, entre F égale ma, la dynamique, puis m et la cinématique. En fait, c'est la même accélération. Le A qui est là, c'est le même A qui est ici. Okay? Donc, on va souvent maintenant passer du MRA au FM égale ma ou vice-versa. Par exemple, on pourrait vous donner des données d'MRA, donner le delta S, le VI, le VF, puis demander quelle est la force qui agit. C'est un problème d'MRA, pourquoi il me demande la force? Ben à ce moment-là, tu résous en MRA pour trouver ton accélération. C'est sûr que tu vas avoir la masse à quelque part, et en calculant ton accélération, en ayant ta masse, tu peux trouver la force qui agit sur le système. De la même façon, on peut vous donner des données d'F égale à ma, vous donner la force qui agit sur un objet, sa masse, puis vous demander quelle va être sa vitesse finale au bout de 10 secondes. Alors à ce moment-là, ben, ce qu'on fait, on prend F égale à ma, on calcule notre accélération. Puis avec notre accélération, on peut venir la mettre ici dans la MRUA pour calculer la vitesse finale. On peut même faire appel à, j'ai dit tantôt, là, les deux manières de calculer la force résultante. OK? Alors, on peut utiliser soit MA, soit l'addition des forces. Fait que ça se peut même qu'on soit obligé d'additionner toutes nos forces. OK? Après ça, avec le résultat de ça, calculer l'accélération. Puis une fois qu'on a l'accélération, là, on peut aller résoudre notre problème MRUA. Fait qu'il y a un lien direct. En fait, toutes les formules d'MRUA sont dérivées de la formule F égale ma. C'est la même accélération. Vous allez voir dans l'examen de fin d'année, ces deux chapitres-là sont tout le temps ensemble, tout le temps mêlés ensemble. Je vais vous envoyer des exercices à faire sur votre courriel CSV. Vous avez maintenant accès en ligne à votre livre de Quantum Physique, fait que je vais vous donner le lien pour ça aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un email à mon CSD. Puis je vais répondre à vos questions ou
pouvez m'envoyer même votre problème que vous avez fait, puis vous n'avez pas réussi, puis je peux regarder où sont vos erreurs, puis vous envoyer les réponses. Fait que bon travail, vous avez assez pour vous occuper pour un petit bout. Et puis, je vais faire une autre vidéo là, pour le chapitre de l'énergie. Ça sera à venir là, quelque temps la semaine prochaine. Merci, salut!